Vous savez, l'histoire, ce n'est pas simplement une litanie de dates et de faits obscurs relatés par un prof barbu en veste en velours qui pue de la bouche. L'histoire, c'est aussi un monceau de petits détails qui, juxtaposés, dressent les contours de la vie humaine. Et à l'image d'une biscotte bien fraîche, ces petits détails peuvent être tout à fait croustillants, quoique moins bourratifs. Le fils d'Abraham Lincoln a été présent à 3 assassinats de présidents. Robert Todd Lincoln était présent lors de l'assassinat de son père. Nommé secrétaire à la guerre en 1881, il est également présent lors de l'assassinat du président James Garfield cette même année. En 1901, le président William McKinley l'invite à Buffalo pour la Pan American Exposition, pendant laquelle il se fait à son tour assassiner. Par la suite, Robert Lincoln n'a plus accepté d'invitation présidentielle. Le Monténégro et le Japon ont été en guerre pendant 101 ans. Ils avaient oublié de signer la paix. Allié de la Russie, le Monténégro a déclaré la guerre au Japon lors de la guerre russo-japonaise de 1904. En l'absence de marine, le Monténégro s'est contenté de faire les gros yeux au Japon, laissant la Russie s'occuper du reste. Et puis, le Monténégro s'est retrouvé rattaché à la Serbie, puis à la Yougoslavie, et le traité de paix permettant aux 2 pays de rétablir des relations diplomatiques n'a été ratifié qu'en 2006, lors de l'indépendance du pays. Le marathon des Jeux olympiques de 1904, qui fait penser à tous les films des frères Cohen. On va simplifier au maximum, mais en gros, le gagnant du marathon a en réalité fait la route en voiture avant d'être victime d'une avarie qui l'a obligé à terminer la course à pied sur une dizaine de kilomètres. Le deuxième était empoisonné par son entraîneur et a perdu 10 kilos en route. Le quatrième était un facteur cubain qui n'avait rien à foutre dans cette course à laquelle il n'était pas du tout inscrit. Le tout avec un juge arbitre qui refusait que les athlètes puissent boire pendant la course alors qu'il faisait 45 degrés. Une histoire digne d'un film. Le chef du contre-espionnage américain a été formé par le meilleur agent double au service de l'URSS. D'un côté, Kim Philby, un intellectuel anglais, haute figure du renseignement britannique et accessoirement agent double des soviétiques, à qui il avait prêté allégeance par conviction. De l'autre, James Angleton, élève moyen devenu patron du contre-espionnage américain entre 1954 et 1974, dont la paranoïa anticommuniste finira par paralyser totalement la CIA. Et pourtant, les 2 mecs étaient potes. C'est Philby, lors de son affectation aux États-Unis, qui a formé Angleton au contre-espionnage et l'a recommandé auprès de ses supérieurs de la CIA. À tel point qu'une fois Philby découvert, on a soupçonné Angleton d'avoir été lui aussi un agent double. Les 2 hommes déjeunaient ensemble chaque semaine. Une amitié improbable. La Colombie a une période de son histoire que les historiens nomment la patrie stupide. La Patria Boba, pour être exact, qui se déroule donc entre la déclaration de l'indépendance du pays en 1810 et l'entrée de la reconquête espagnole à Bogota en 1816. Une succession de mauvais choix par des dirigeants incompétents, de déclarations de guerre régionales, de désaccords entre indépendantistes conduisant à la guerre civile et d'instabilité politique qui a mené à une chute de la République. Ou comment ruiner tout ce qu'on a accompli. Le soir de la mort de Lady Di, Chirac était introuvable. Et pour cause. Le soir de la rencontre de Lady Diana avec le pont de l'Alma, c'est Bernadette qui s'est rendue seule sur les lieux du drame. Le président Chirac, qui aurait dû se déplacer pour l'occasion, était en effet introuvable. En réalité, il était a priori chez Claudia Cardinal. La vie de Chirac ne manque pas d'anecdotes improbables. La première bombe tombée sur Berlin pendant la guerre n'a tué personne, à part un éléphant. L'éléphant se trouvait dans le zoo de Berlin. Certaines sources disent aussi qu'une girafe est morte dans le même temps. Pas très cool pour les espèces protégées. Lors d'une bataille pendant cette même guerre, les Américains se sont battus aux côtés de la Wehrmacht contre les SS. Le 5 mai 1945, la bataille du château d'Iter, en Autriche, a mis aux prises d'un côté les Américains. Des membres de la résistance autrichienne, des prisonniers de guerre français, étaient l'armée allemande contre les SS. Le château abritait des prisonniers de guerre français de haut rang. Jean Borotra, Édouard Daladier, Paul Reynaud, plusieurs officiers et généraux, ainsi que la sœur de Charles de Gaulle. Les SS cherchaient à prendre le château
alors que les prisonniers ayant fraternisé avec certains de leurs geôliers essayaient de tenir leur place forte. Une fois l'Australie découverte, tout le monde trouvait ça à chier. Au tout début du XVIIe siècle, des explorateurs néerlandais ont accosté un peu par hasard en Australie. Aussitôt, ils ont saisi leurs plus belles plumes pour livrer de la terre ainsi découverte leur description la plus fidèle. De grandes surfaces ne sont même pas cultivées et les habitants sont sauvages et barbares. Conclusion, rien à en tirer. Un rapport officiel recommanda par la suite à tout explorateur d'éviter la zone. Louis XVI a participé à l'amélioration de la guillotine. En 1792, le médecin Antoine Louis met au point la guillotine, qui n'est d'ailleurs pas la machine de Joseph Guillotin, pour rendre les exécutions plus rapides et plus propres. Mais son prototype prévoit une lame droite ou en croissant, qui n'est pas idéale pour cisailler un coup. Louis XVI se gratte le menton et en bon bricolo du dimanche, il propose à Antoine Louis d'opter pour une lame en biseau. Et voilà comment Louis XVI a permis l'amélioration du dispositif qui lui a tranché la tête. La Bastille devait être détruite en 1784. Imaginez une vieille prison en plein Paris. Le boulot. Le coût pour l'entretien. Dès 1784, Necker avait préconisé son démantèlement au profit d'une place publique qui aurait porté le nom du roi avec en son centre une statue dudit. L'idée était de ne garder qu'une tour en témoignage patrimonial de l'ancienne prison. Bref, le projet était à l'étude et pas tout à fait enterré, quand, 5 ans plus tard, une cohorte de ceux qu'on allait ensuite nommer les révolutionnaires ont fait le taf gratuitement. Le drapeau de l'Alaska a été dessiné par un enfant de 13 ans. La grande ours et l'étoile polaire sur fond bleu foncé? Pas bien compliqué à imaginer. Quand un concours a été lancé pour déterminer quel serait le drapeau de l'État, en 1927, Benny Benson n'a pas hésité. Voilà comment il décrivait son œuvre. Le champ bleu représente le ciel de l'Alaska et le myosotis, fleur de l'Alaska. L'étoile polaire représente le futur État de l'Alaska, l'État de l'Union le plus au nord. La grande ours symbolise la force. Bien ouais, c'est gagné. Benny Benson avait 13 ans. Moi, à 13 ans, j'avais des boutons et une envie irrépressible de jouer aux jeux vidéo. La France a déclaré la guerre au Mexique pour une histoire de pâtisserie. C'est un chef pâtissier français qui est à l'origine du conflit. Après avoir en vain cherché à obtenir réparation auprès du gouvernement mexicain suite à la dégradation de sa pâtisserie par une escouade militaire dont les soldats en avaient profité pour lui piquer plein de gâteaux, il a décidé de se tourner vers Louis-Philippe en lui demandant d'intercéder. Aussitôt, Louis-Philippe a décidé du blocus des ports du golfe du Mexique, ce qui à terme a mené à l'invasion française de Veracruz. Le homard était autrefois un plat dégueulasse. Jusqu'au 19e siècle, vous savez comment on surnommait le homard? Le cafard des mers. Il y en avait partout en Atlantique et personne n'en bouffait. Pour tout dire, les seuls qui mangeaient du homard à tous les repas étaient les prisonniers parce que ça coûtait pas cher et que c'était humiliant. Les bonnes qui avaient de la chance signaient des contrats dans lesquels il était spécifié qu'elles ne seraient pas tenues de manger du homard à tous les repas. C'est à la fin du 19e siècle que le train reliant les côtes, est et ouest américaines, s'est trouvé en pénurie de nourriture et a été obligé de trouver une solution rapide, du homard. La compagnie a alors mis en place une campagne de pub en jouant sur le caractère exotique de cette bouffe. Succès, imitation, surpêche, rareté, prix explosifs. Une éclipse totale de soleil a précipité la paix entre les Mèdes et les Lydiens. Dans l'Anatolie du VIe siècle avant J.C., les Mèdes et les Lydiens battèrent le fer depuis 5 ans, quand tout attraque une éclipse totale du soleil, et non du cœur, comme dirait Bonnie Tyler, a été comprise comme un mauvais présage par les deux camps qui ont décidé sur le champ de faire la paix.